Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78, tour d'horizon de l'actualité locale. Tout de suite, les titres de ce mercredi 5 décembre. Les 14e rencontres élues Codeski se déroulaient hier à Guyancourt, rendez-vous consacré cette année à l'offre de formation et d'emploi pour les jeunes du CAP au BTS sur le territoire. Rencontre dans un lieu qui n'est pas anodin, le campus des services de l'automobile et de la mobilité. Le personnel du centre hospitalier de Plaisir en colère. Hier, une centaine de personnes a manifesté devant l'établissement et dans les rues de la ville. Cible du mécontentement, les projets d'économie de la direction avec notamment des suppressions de postes. 3 représentants de l'intersyndicale à l'origine du mouvement seront en plateau. Et J-3 avant ce choc, Versailles reçoit samedi le mythique RC Lens pour le 8e tour de la Coupe de France de football. Eux supportent habituellement les rugbymen. Les membres du collectif ultra versaillais seront pour l'occasion derrière les footballeurs. Nous en parlons à la fin de ce journal. Comment rendre le territoire attractif pour les jeunes? Le Codeski, conseil de développement de Saint-Quentin en Yvelines, y réfléchit depuis plusieurs mois. Hier soir, l'instance rencontrait les élus au campus des services de l'automobile et de la mobilité de Guyancourt. Les précisions avec ce sujet de Nicolas Dandry et de Mélanie Poquet. Pour cette rencontre annuelle, place aux jeunes. La cible, les 18-21 ans, diplômés du CAP au BTS. Le Codeski proposait pour cette soirée des ateliers de réflexion et de partage avec les élus du territoire. On a constaté avec ces travaux qu'il y avait un trou démographique entre 18 et 30 ans. À Saint-Quentin en Yvelines. Or, aucune ville, aucun territoire, aucune agglomération ne peut vivre sans jeunesse pour la vie de la ville, pour la vie des entreprises, pour les emplois. Se servir des établissements de formation et entreprises pour améliorer des problématiques déjà connues, l'habitat, la mobilité et la vie sociale. Quand on les a écoutés lors du diagnostic, eh bien, ils ont été très clairs. Ils nous ont dit, vous savez, le territoire, oui, effectivement, on vient y étudier, puisqu'il y a une université, on vient aussi y travailler, parce qu'il y a des entreprises, mais on n'a pas envie d'y rester, parce que le soir, c'est désert, parce qu'il n'y a pas de lieu de rencontre, de lieu festif, un peu comme à Paris. Développer le territoire autour de l'économie, l'industrie numérique de demain ou encore les services à la personne. Le Codeski s'appuie sur une enquête proposée aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. Nous, c'est notre sondage IFOP, plus notre laboratoire d'intelligence, de créativité, voilà, qui nous donne quelquefois même des contre-avis par rapport aux nôtres, au contraire. Donc c'est ce qui fait que entre les élus de l'agglo et les élus du Codeski, oui, il y a une synergie et ça augmente la qualité des décisions. Le conseil de développement nous permet de nous accompagner dans ce cadre-là, en ayant à la fois des habitants, à la fois des acteurs associatifs, à la fois des acteurs économiques du territoire, des acteurs de la formation, de l'éducation du territoire. Sur Saint-Quentin en Yvelines, plus de 65 000 personnes ont moins de 20 ans. Le personnel de l'hôpital de Plaisir en grève. Hier, une centaine de personnes a manifesté devant les locaux de l'établissement. Action également auprès des automobilistes et barrages filtrants sur la départementale 11. Une mobilisation contre les projets d'économie de la direction à l'appel d'une intersyndicale qui regroupe 3 syndicats du centre hospitalier de Plaisir. En plateau, 3 représentantes. Valérie Louis, déléguée Sud. Muriel Desmar, secrétaire FO. Et Corinne Lepape, déléguée Sud. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, avant de parler de ces sujets de mécontentement, dans le tract que vous avez distribué, que vous avez également fourni à la presse, vous partez d'un constat qu'aujourd'hui l'hôpital est malade. Tout à fait. Parce que donc, depuis 4 ans, nous avons perdu 187 postes. Nous en perdons encore aujourd'hui et nous allons encore en perdre, puisque certains sont encore programmés avec fermeture du standard, enfin réunification des 2 standards, fermeture de la blanchisserie et fermeture sur sur certains services, avec aussi des suppressions de postes à la clé sur des services, regroupement de services techniques, administratifs. Donc aujourd'hui, on assiste à une précarisation de l'emploi. On a plus de 350 CDD dans l'établissement. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a plus d'1 an et demi, on nous avait retiré au niveau de l'AGMS, je parlerai, donc il y a un des 2 hôpitaux. Nous avions, on précise une chose, et non pas des moindres, c'est l'hôpital de Plaisir. Ce sont 2 structures qui ont fusionné au 1er janvier, le centre hospitalier Jean-Martin Charcot et l'hôpital gérontologique et médico-social. Et donc au niveau de l'hôpital gérontologique et médico-social, nous avions 3 jours de congé présentéisme qui étaient donnés s'il n'y avait pas d'absence ou très peu dans un trimestre ou un quadrimestre. Ils ont été supprimés donc en 2017 avec la promesse de stagiairiser 20 CDD de 2017 à 2020. Ça, c'est dû clairement à la fusion. C'était promis, acté à la direction commune qui a eu
donc auparavant. Et en fait, on n'a eu qu'une seule année des stagiarisations, donc on a perdu ces 3 jours. Il y a eu une économie de réaliser au niveau de l'établissement et pas de stagiarisation à la clé. Nous sommes toujours au même point avec des CDD qui durent parfois plus de 5 ans. Donc des suppressions de postes qui ont eu lieu, qui vont encore avoir lieu. Il y a un autre motif de contestation, c'est le passage à 7h30 de journée de travail contre 8h avant, c'est ça? Quelles conséquences ça entraîne? Ce qui se passe, c'est que les économies sont faites sur tous les domaines, depuis déjà un bout de temps, vient de l'expliquer Madame le Pape. Et une manière de faire des économies, c'est de modifier la charte du temps de travail, qui permet, en répartissant le personnel sur des durées différentes de travail, de supprimer des postes. On avait 2 chartes du temps de travail, une sur la partie psychiatrique ex-Charcot qui était très favorable au personnel, et une sur la partie AGMS, donc géronto et médico-social, très défavorable aux agents. Et bien évidemment, de par la fusion, c'est sur la charte la plus défavorable qu'on va être tous alignés. Et pour l'hôpital, donc ex-Charcot, où on est quand même plus de 600, le fait de nous aligner à 7h30 alors qu'on était à 8h va nous permettre de supprimer 13 jours de repos sur l'intra-hospitalier, c'est-à-dire les gens qui sont en hospitalisation, et 5 jours de repos par an sur tout le reste des structures, soignants, techniques, administratifs. Et en fait, ces récupérations de jours qui vont nous faire travailler en plus va leur permettre de supprimer une dizaine de postes sur l'ensemble de l'hôpital. Or, on n'est pas que des heures, on est aussi des personnes. Et le fait d'avoir des gens en moins va forcément avoir un impact déjà sur nos vies privées, sur l'essence, sur les trajets, sur les frais de garde, aussi sur les façons de soigner les gens, parce que la façon de supprimer le temps de travail, c'est aussi de supprimer l'heure et demie de relève qu'on avait le midi et qui permettait de faire des accompagnements, de faire des réunions, de faire tout le travail qu'on ne pouvait pas faire. De conséquences. Quelles sont les revendications du coup aujourd'hui, Muriel Desmar, je me tourne vers vous. Les revendications. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré votre direction à ce sujet? En tout cas, auprès de la presse, elle n'a pas souhaité réagir pour le moment, cette direction de l'hôpital de Plaisir. Nous les avons rencontrés 6 fois. Sans véritable négociation, puisque c'était imposé, plus ou moins. Ils avaient déjà leur idée, en fait. On s'est aperçu de ça, qu'on avait été un petit peu mené en bateau, dans le sens où on nous a demandé, on essayait de nous faire des propositions, alors qu'en fait, ils avaient l'idée toute faite d'aller à 14 RTT, 15 RTT, 14 plus 1, plus la journée de solidarité. Donc en fait, ils voulaient aligner absolument par le bas. Donc on a essayé de négocier, que ce soit sur la psychiatrie ou sur les heures de nuit, où toi tu es plus à même d'expliquer ce qui s'est passé par rapport à la nuit. Tout simplement, par rapport au personnel de nuit, depuis 7-8 ans, ils ont des nuits supplémentaires de payer, 11 mois sur 12. Ça a été octroyé quand même depuis 7-8 ans, et ils vont en perdre une certaine partie. Donc ça fait entre 250 et 500 euros par mois en moins pour certaines personnes. Et de 2 week-ends travaillés, ils passeront en plus en 3 week-ends travaillés. Ce qui fait une grosse perte financière. Et l'hôpital de Plaisir, sans embauche. La direction de l'hôpital de Plaisir, je le précise, qui souhaite pour le moment ne pas réagir, et elle réagira juste après son comité technique d'établissement qui aura lieu vendredi prochain. Alors, juste une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. La mobilisation perdure depuis le 16 octobre. Vous êtes déterminés, vous allez aller jusqu'au bout, vous n'avez pas lâché le mouvement? Et ne serait-ce que de savoir ce qui va être présenté, vendredi, puisqu'on n'a pas le nouveau projet, la salle a changé de lieu. On a l'impression qu'on essaye de nous perdre et de nous appliquer au 1er janvier 2019 la charte qu'ils auront décidée, en dehors de toute démocratie au niveau des instances représentatives du personnel. Dernière question, comment vous avez échangé avec les automobilistes hier, comment ils ont perçu la situation? Il y a eu des barrages filtrants notamment organisés. Les gens sont très attachés à leur hôpital à Plaisir, enfin leurs 2 hôpitaux qui est devenu un. Il y a eu 3 personnes en tout sur les milliers de gens qui nous ont klaxonné, qui nous ont soutenus, qui ont fait des tours de rond-point supplémentaires pour nous soutenir. On a eu un très bon accueil dans les gares aussi. Il faut savoir un dernier mot en 20 secondes. Voilà, sur la population de Plaisir, où il y a quand même pas mal de personnes âgées, où il manque quand même pas mal de places à l'heure actuelle au niveau des EHPAD, des maisons de retraite. Et on voit à chaque fois que nous avons fermé des lits, nous en avons quand même fermé beaucoup, dernièrement 119 en 2016, on s'aperçoit qu'il y a des groupes privés qui arrivent, qui ouvrent, qui prennent nos lits en fait d'EHPAD, mais qui ne sont pas du tout au même tarif. Et qui peut payer aujourd'hui 4 000 € par mois?
Corinne Lepape, Muriel Desmar et Valérie Louis, merci d'être passés sur ce plateau représentant de l'intersyndicale pour ce mouvement au centre hospitalier de Plaisir. 25 lycéens et lycéennes des Yvelines et du Val d'Oise ont signé hier à Versailles leur engagement pour devenir cadets de la gendarmerie, un dispositif reconduit pour la deuxième fois en Île-de-France. Il s'agit d'un partenariat entre la gendarmerie, l'éducation nationale et la Fédération nationale des réservistes et réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale. Tout au long de l'année scolaire, ces gendarmes vont encadrer des lycéens recrutés sur des critères scolaires et sociaux. Le principe, c'est de les aider à préparer les concours de la fonction publique et les accueillir lors de stages pour développer leur esprit de cohésion ainsi que leur esprit citoyen et républicain. Propos recueillis par Aurélie Ronze. Ces jeunes qui veulent intégrer ce corps, c'est qu'ils ont déjà ces valeurs, ou en tout cas ils ont besoin, peut-être ils ont aussi besoin de ça, parce que c'est vrai que la gendarmerie c'est la rigueur, c'est la droiture, c'est toutes ces choses, et si on veut venir là, c'est qu'on partage ces valeurs. Depuis toute petite, être dans la police, gendarmerie, ça a été ma passion. Étant donné que mon papa est un policier, donc j'ai toujours voulu être un futur gendarme. Donc c'est grâce à lui que je me suis lancée dedans. Ne pas oublier ses anciens, c'est important à l'approche des fêtes de fin d'année. La ville de Trappes propose à ses seniors des colis ou dîners de Noël. Les distributions se déroulaient cette semaine encore. Manon Varaldo a assisté à l'une d'entre elles. Des seniors heureux, le sourire aux lèvres, touchés grâce à la distribution de colis de Noël. Elle était organisée à la salle des 4 saisons en mairie de Trappes. La ville de Trappes est plutôt plus connue pour son extrême jeunesse, mais nous avons aussi quand même 3200 personnes âgées, enfin ce qu'on appelle les seniors maintenant, et donc sur ces 3200 personnes, nous voulons les honorer et les remercier d'être là. Les seniors avaient le choix entre 2 sortes de colis de Noël, les rouges, constitués de provisions salées, et les colis noirs exclusivement sucrés, une petite attention très importante pour les anciens. Ça fait toujours plaisir de recevoir un colis, surtout quand on est seul, les enfants sont un peu dispersés, donc je me retrouve toute seule à Trappes. Donc au moins ça fait chaud au cœur. Le colis, c'est une joie, c'est un rattachement aux événements qui se passent dans la ville. C'est une très bonne idée de la ville de Trappes de donner un petit quelque chose à ces vieux. Les personnes qui n'ont pas bénéficié des colis sont conviées à un banquet organisé par la ville de Trappes. 300 personnes sont invitées. Et le passage du Père Noël est attendu dans 20 jours. Pour faire patienter les plus petits, la ferme de Galy à Saint-Cyr-l'École a mis en place un programme d'animation et d'ateliers intitulé Noël et Merveille, un monde féerique que nous font découvrir Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. On met le sapin dans son pot. On rajoute de la terre tout autour. Planter soi-même son mini sapin de Noël ou confectionner sa bougie en cire naturelle. Pour cette nouvelle édition de Noël et Merveille, la ferme de Galy a revêtu ses couleurs de fête et propose aux enfants tous les samedis et dimanches après-midi de nombreux ateliers. J'ai besoin des guirlandes là. Pour 11 €, chaque enfant pourra également s'initier à la boulangerie ou encore manier l'argile. Des animations liées aux fêtes de fin d'année tout en côtoyant les animaux de la crèche. Un concept qui plaît aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. Pouvoir montrer aux enfants la nature, de pouvoir passer du temps au grand air et de profiter de l'extérieur. Et puis l'ambiance est toujours super chouette, la déco, tout ça, voilà, ça fait des super souvenirs en famille. Ce qui est bien, c'est que c'est complètement divers, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en ville. Quand on habite près de Paris et on n'a pas l'espace de faire tout ça, un petit peu de voir les vrais animaux plutôt que ce qu'on lui montre dans les livres, donc là on lui montre en vrai. C'est la première année que la ferme de Galy inaugure cette formule de Noël et Merveille, une atmosphère féerique et chaleureuse voulue par l'équipe. Ce partage entre les parents et les enfants autour des ateliers, et tous ces petits souvenirs qui ramènent le sapin, etc., qui vont voir pousser dans leur jardin ou sur leur terrasse. Une magie de Noël à vivre jusqu'au 16 décembre à la ferme de Galy à Saint-Cyr-l'École. C'était bien ? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Acheter des sapins.
En attendant les fêtes aussi, les villes de Saint-Quentin en Yvelines organisent leur marché de Noël. C'était le cas à Montigny-le-Bretonneux dimanche dernier. 27e édition de cet événement à la ferme du Manet. Plus de 10 000 visiteurs sont venus rencontrer les quelques 135 exposants présents. Une bonne occasion de trouver des idées cadeaux et gourmandes en vue des prochains repas copieux. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Le retour des habitants, il est très positif parce qu'ils sont habitués à leur commerce. Ils commandent. Ce sont des fidèles. Pas forcément des Ennemontins, on a beaucoup de gens des alentours également. Et au niveau artisanat, comme on a 30% de nouveautés, donc les gens sont satisfaits de voir des nouvelles choses et d'acheter pour leur cadeau de Noël. Les marchés de Noël qui vont se poursuivre à Saint-Quentin en Yvelines. Dès ce week-end, la féerie s'emparera samedi de Coignères sur la place de la mairie et de Plaisir. C'est au parc du Château le samedi et dimanche. Le week-end d'après à Guyancourt et à la Verrière. Samedi 15 décembre, ces marchés de Noël seront placés sous le signe de la solidarité. Samedi 15 décembre également, rendez-vous du côté de Manille-les-Hameaux sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Villepreux également organise son marché le samedi 15 décembre, c'est son marché Noël, donc sur la place du marché, ça porte bien son nom. 2 jours de festivités du côté de Voisins-le-Bretonneux, les 15 et 16 décembre au centre sportif Les Pyramides, à Morpas sur la place Jacques Ribou et à Elancourt devant la mairie. 3 jours de marché les 14, 15 et 16 décembre. Enfin, Trappes attendra le samedi 22 décembre pour proposer aux habitants sa féerie de Noël. Le FC Versailles face à un monument du football. Le club yvelinois reçoit ce samedi le RC Lens pour le compte du 8e tour de la Coupe de France de football. Coup d'envoi à 13h30 au stade Mauboron. Dans les tribunes, plusieurs milliers de supporters attendus, parmi lesquels les membres du CUV. Bonsoir Lucien Gasparac. Bonsoir. Alors vous êtes le vice-président du CUV, c'est le collectif ultra versaillais et vous appelez à une large mobilisation ce samedi pour l'équipe du FC Versailles. Déjà cette affiche face à Lens qui est 3e de Ligue 2 en 8e tour de la Coupe de France, on ne pouvait pas rêver, mieux pour Versailles. Oui, j'aurais pas dit mieux, on appelle à une mobilisation générale pour un club mythique de Ligue 2 qui en plus marche très bien et ce qu'on veut c'est faire connaître notre mouvement grâce à cet événement historique et qui peut déboucher peut-être sur un très haut parcours pour le FC Versailles. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise, qu'on est présent sur les réseaux sociaux et qu'on donnera de la voix pour soutenir les joueurs du FCV samedi. Alors, votre mouvement, justement le CUV, est appelé en général à supporter plutôt le RCV, non pas le FCV. Le RCV, c'est le rugby club de Versailles. Alors, quel est ce collectif? Exactement, l'histoire elle a débuté pour le rugby et elle continuera pour le rugby après ce match. D'ailleurs, on fera le déplacement dimanche pour l'équipe de rugby à Montmorency, donc c'est un gros week-end pour le collectif ultra versaillais. C'est une histoire qui a commencé en 2017. Donc c'est une bande de copains, des joueurs de l'équipe réserve qui décident de soutenir l'équipe première dans sa quête de remonter en Fédéral 3. Et donc on est tous les week-ends présents pour les copains parce que c'est un mouvement très proche des joueurs. Et voilà, petit à petit le mouvement prend. On était peu nombreux, puis maintenant un vrai collectif se crée et ce sera l'occasion de faire nos preuves ce samedi face au RC Lens. Et pourquoi se mobiliser justement cette fois-ci pour les footballeurs? C'est un moment historique pour le sport à Versailles. Même si tous les week-ends pour le Q c'est un grand moment de soutenir le RCV. Là pour le FCV c'est Lens qui vient. Ça va être diffusé à la télé et on se mesure face à une grosse équipe de Ligue 2, mais aussi face à un gros collectif de supporters qui sont les supporters de Lens qui sont très connus en Ligue 2 mais qui sont aussi connus dans l'Europe entière pour leur ferveur et c'est un très beau défi pour nous. Comment a été accueillie l'initiative par le club de Versailles, le club de foot? Le club de foot a été assez réceptif. On a reçu beaucoup de messages de gens qui sont d'habitude avec le FCV et qui souhaitent venir avec nous dans le cortège qu'on va monter jusqu'à la tribune pour soutenir, parce que ça va être, je pense, un des plus grands moments dans le sport versaillais si toutefois il y avait victoire. Et donc on va donner de la voix et on regardera le score que à la fin du match. Et pendant 90 minutes, on va chanter au stade de Montboron pour soutenir les joueurs du FCV. Vous le disiez juste avant, en tant que supporter, le RC Lens, ça vous évoque beaucoup de choses? Oui, les corons, les tribunes pleines, les chants, tout ça, c'est ce que ça nous évoque et c'est ce qui nous motive à relever ce défi de supporter. En fait, c'est l'occasion. C'est forcément un public mythique du championnat de France, ce public du stade Félix Bollard, un public unique et qui a ce chant célèbre des corons. Écoutez.
Ces supporters du RC Lens parmi les plus réputés en France, vous savez s'ils vont venir nombreux à Versailles? Je sais qu'ils vont descendre, oui. Après, en grand nombre, je sais pas, mais je sais que ce sera le CUF qui sera en grand nombre pour soutenir le FCV. Et quel accueil vous allez leur réserver? Est-ce qu'il y aura un duel entre les deux clubs de supporters? Ça va être une grande fête? Alors pour la partie logistique, ça, on laisse le club du FCV s'en occuper, mais pour la partie supporter, on s'en occupera. Il y aura beaucoup de surprises pour soutenir les joueurs. Oui, comment ça se prépare? Beaucoup de surprises. Alors, vous n'allez pas les révéler forcément, mais on peut s'attendre à des tifos, des chants spéciaux pour ce match? Oui, des chants, des tifos, des cortèges et surtout de la voix. Comme on le fait tous les dimanches à Porchefontaine pour les joueurs du rugby. Mais là, on a décidé de passer au stade supérieur. Et donc là, ça se prépare, on est dans les derniers jours, là, c'est samedi? Oui, ça approche, c'est samedi. Donc vendredi, ce sera mise au vert, et puis samedi, jour de match. Sur le côté sportif, 3 divisions séparent les deux équipes. Le RC Lens est l'actuel 3e de Ligue 2, Versailles est 9e en National 3. Il y a des équipes avec 2 dynamiques différentes en championnat. La Coupe de France, on le sait, elle peut donner toutefois des surprises. Mais c'est ce qui nous motive à aller les supporter. C'est la magie de la Coupe de France. On aimerait bien un parcours à la queville, en fait, aller jusqu'en finale et battre les équipes plus fortes que nous. Et donc c'est pour ça qu'on sera présent dans les tribunes samedi. On appelle à une mobilisation générale. Une déception tout de même, c'est le forfait du gardien de Versailles, Charlie Tange, qui est un ancien professionnel et ex-joueur du RC Lens. C'est dommage, ça aurait pu être beau de le voir jouer contre son ancien club. Du coup, on l'invite parmi nous, à être parmi les supporters pour soutenir le FCV. Un petit pronostic? Un pronostic, mon cœur souhaite la victoire de Versailles pour que le sport versaillais se porte au mieux. Est-ce qu'il reste des places pour ce match? Parce que les ventes sont déjà ouvertes, elles se poursuivent. Je sais que les cuvistes sont rués sur les places, mais oui, le Stade Montbron a une bonne capacité d'accueil, donc je suppose qu'il reste des places. Oui. Et on va croiser les doigts pour ce Versailles-Lens. Merci Lucien Gasparac d'avoir été avec nous, vice-président du collectif Ultra Versaillais. Versailles-Lens, c'est ce samedi à 13h30 au Stade Montbron. Billetterie encore ouverte jusqu'à vendredi sur place. Sinon, vous pourrez également suivre la rencontre à la télé sur la chaîne Eurosport 2. Mercredi, jour de sortie au cinéma, jour de notre petit tour hebdomadaire également dans les salles obscures saint-quentinois. Cette semaine, nous nous rendons à l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Retrouvez cette semaine à l'espace Philippe Noiret le film Astérix et le secret de la potion magique qu'on vous propose en sortie nationale. Alexandre Astier signe ce film avec une histoire originale. On retrouve donc les ingrédients de base de ces personnages familiers, et notamment ces irréductibles Gaulois, et Jules César, etc. Et il va ajouter comme ingrédient des personnages, notamment un personnage de méchant, très bien dessiné. Et il a reçu en salle les leçons culinaires d'Alfred Hitchcock, puisque meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et il va aussi ajouter un autre ingrédient, alors ça je ne vous le dévoilerai pas, mais un autre personnage plus moderne qui va trancher un petit peu dans l'univers moustachu de la BD. Voilà, donc c'est à retrouver cette semaine, la potion magique d'Alexandre Astier avec l'humour qu'on lui connaît, cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Pour refermer ce journal, retour sur cet événement. Les Amis du Passé d'Elancourt organisaient leur 2e salon du livre le week-end dernier. Des auteurs présents sur tout le site et des conférences avec un fil rouge historique. Reportage de Marilène Yapichino, les images d'Yves Hubstenberger. Après un succès l'année dernière, les Amis du Passé d'Elancourt récidivent avec leur salon du livre à la Commanderie. Cette année, plus de 70 auteurs ont répondu présents. La dame qui vient m'acheter un livre, elle m'a vu sur Télématin, sur la 2, il y a 3 semaines. Donc on voit que c'est pratique d'être très proche du public et de ne pas faire seulement les grands salons nationaux. Disons que c'est mieux parce que la taille est plus humaine, on va dire, que les grands salons parisiens. C'est justement cet aspect de salon local qui séduit auteurs comme visiteurs. Moi j'aime beaucoup les salons autres que ceux de Paris. Celui de Paris, c'est le salon des éditeurs, c'est pas le salon des auteurs. Ça fait vivre les petites communes, les auteurs indépendants, les petits éditeurs. Et je pense que la force vive du livre, elle se passe ici. Une édition avec une thématique historique choisie par les Amis du Passé d'Elancourt, avec le soutien de la ville et de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On a profité du centenaire de la fin de la guerre de 14-18 pour étendre Pigeons Voyageurs jusqu'au numérique, évolution des communications à travers l'histoire. Mais ce salon se veut large et tout public, des romans, des thrillers, des livres d'histoire, de la poésie et de la littérature jeunesse.
On a augmenté le nombre d'auteurs jeunesse, comme on a 3 semaines de Noël pour les cadeaux de Noël, et on a donc une vingtaine d'auteurs jeunesse. Un salon automnal désormais inscrit dans les agendas des lecteurs saint-quentinois. Comme pour l'édition précédente, 2000 personnes sont venues échanger avec les auteurs et repartir avec une dédicace. C'est la fin du 7-8 journal, édition à retrouver en replay sur notre application mobile et notre site internet. Dans un instant, un nouveau numéro du 7-8 débat sur la thématique du télétravail. Belle soirée avec TV78.